Bonjour mes amis et bienvenue dans l'émission numéro 20 de Jaf ta mère de l'association Équité Parentale. Cette émission sera aujourd'hui consacrée à un long entretien en 6 parties avec monsieur Gérard Néran, sociologue autour de la famille. Nous regarderons l'évolution de la parentalité et de la cellule familiale lors des dernières décennies avec les incidences sur l'accroissement du nombre de familles monoparentales, la place du père, les conséquences pour les enfants, la difficulté à avoir des statistiques et ce que nous pouvons éventuellement prédire pour l'avenir. Nous aurons également un entretien court avec Gaël Costemenier de Nantes de l'association des DPE, droits du parent et de l'enfant, qui nous donnera son avis sur la recomposition gouvernementale, quelques péripéties avec Wikipédia et des nouvelles de son association de manière générale. Pierre Durand nous fera aussi un petit coucou, toujours pour parler notamment de la nomination de monsieur Éric Dupond-Moretti et avoir un avis externe sur les mouvements qui se profilent vers la rentrée, que ce soit Papa égale maman, qui demande d'afficher un peu partout des slogans et des affiches sur la parentalité, et cette manifestation qui semble se profiler pour le 5 septembre. Nous verrons donc son avis, et je donnerai le mien également. Tout ceci, bien évidemment, après les actualités. Ne bougez pas, à tout de suite. Vous êtes sur RLP 102.3. Car oui, la voilà, la proposition de loi 3163 déposée le 30 juin 2020 par la députée UDI Nicole Sanquer et son attaché parlementaire Robin Clouet. Donc ils ont rédigé une PPL, elle n'avait pas encore été officiellement déposée, surtout que nous sentions l'environnement un peu défavorable. Mais là, les lignes bougent. Et cette PPL a été déposée à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est une belle avancée que nous continuons à soutenir. Enfin, en tout cas, on avance. Nous refaisons encore un essai après les échecs de l'an dernier. On tente, nous essayons encore, c'est intéressant. Cette PPL, en fait, spécifie que l'article 373.2.9 du Code civil est ainsi rédigé. En l'absence de preuve du contraire, en application des articles 373.2.27 et 373.3.28, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, afin de recevoir les soins, l'éducation, l'instruction et l'assistance morale de chacun des parents, de maintenir des rapports équilibrés et réguliers avec chacun d'eux, ainsi que de conserver des relations de nature équivalente avec les ascendants et les membres de la famille de chaque branche parentale. À cet effet, le juge fixe une modalité de résidence alternée. Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance est limitée dans le temps, en particulier du fait de l'âge de l'enfant, il le précise sous forme de décision provisoire ou bien prévoit une autre modalité à échéance définie. Lorsque l'enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision. Et nous proposons aussi que le congé de paternité soit augmenté de 4 semaines chaque année jusqu'à ce qu'il atteigne 16 semaines, comme pour les mamans. Voilà, à vous de jouer, messieurs, mesdames les députés. Merci. Vous êtes sur RLP 102.3. Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre en service public et psychanalyste en libéral sur Aix-en-Provence, pour nous sur 102.3 RLP. Monsieur Lavergne, vous allez bien? Tout va très bien. Tout va très bien. Bonjour. Bonjour. Et puis, la question du jour. Alors, la question du jour est importante. Elle est régulièrement posée en permanence. C'est une angoisse récurrente chez le père lors des séparations. C'est comment gérer son apport éducatif envers son enfant quand on ne peut le voir que 4 jours par mois et la moitié des vacances scolaires. Comment reste-t-on un éducant? Comment garde-t-on son lien? Dites-nous. Alors, c'est une question un peu
un peu terrible, parce qu'en effet, il n'est pas possible, c'est pas la peine de rêver, il n'est pas possible d'être réellement éducatif ou d'avoir un réel rôle éducatif dans ces conditions-là. De toute façon, l'éducation au sens de la loi et même au sens de la construction de l'enfant, c'est quelque chose qui est co-construit par les garants éducatifs. Donc, dans l'exemple que vous prenez, voilà un enfant qui a un garant éducatif d'un côté et un autre de l'autre, mais le deuxième, le père, est très peu rencontré, semble très peu impliqué dans l'environnement éducatif de l'enfant, et donc il peut avoir très peu d'effets, effectivement, éducatifs. Donc dans ces conditions-là, sa première, je dirais, démarche, à mon avis, est une démarche qui vise à se faire reconnaître comme un véritable garant éducatif par la loi. C'est-à-dire à ne pas se satisfaire de ce genre de situation et à le dire aux interlocuteurs qui sont concernés pour modifier éventuellement la place qu'il peut avoir dans le schéma éducatif de l'enfant et dans la construction éducative de l'enfant. Quant à sa relation avec l'enfant, sachant qu'il est, entre guillemets, un petit peu déqualifié par le système qu'il vit dans sa capacité à éduquer l'enfant, eh bien je dirais que dans un premier temps, ce qui compte surtout, c'est qu'il garde une qualité de lien avec l'enfant et qu'il se garde bien, qu'il fasse très attention à ne pas critiquer l'autre garant éducatif, qui est pour l'instant la seule référence sur laquelle l'enfant peut s'appuyer. Par contre, il a le droit de dire à son enfant qu'il ne se satisfait pas de cette situation et qu'il voudrait obtenir d'un jugement que la situation lui donne plus de rôle à jouer dans l'éducation de son enfant. Ok, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Vous êtes sur RLP 102.3. RLP 102.3 aujourd'hui avec Pierre Durand de Dijon. Pierre, ça va ? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Bon, je voulais te demander si tu en avais un avis sur la nomination de Monsieur Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux. Et écoute, pour cette nomination, c'est vrai que Dupond-Moretti, c'est un avocat pénaliste de grande réputation, très connu, qui a fait beaucoup de choses au niveau pour la défense. Donc, c'est vrai qu'on est on a un peu d'espoir parce que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le domaine judiciaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourra vraiment faire et qu'est-ce qu'il voudra faire? Ça, c'est un peu la question parce que l'institution judiciaire, c'est quand même quelque chose qui est très lourd. Donc, je ne sais pas s'il aura sur le temps qu'il va faire la possibilité de vraiment faire de grandes modifications. C'est vrai que pour l'instant, on reste un peu en attente de ce qu'il va proposer. Oui, parce qu'il n'a pas forcément dit grand-chose sur le familial, pour l'instant. Sur le familial, non. Puis, bon, je l'ai vu sur plusieurs interviews et ça reste... Bon, il commence à avoir un petit discours politique. Bon, c'est le rôle des ministres qui veut ça. Et bon, il faut attendre les fêtes pour voir ce qu'il va vraiment faire. Ok. Autre point, nous voyons arriver sur la toile, sur les réseaux sociaux actuellement deux petits mouvements. Le premier s'appelle Papa égale maman. Un papa demande à des gens de mettre des affiches sur les voitures un peu partout. Ça fonctionne bien. Ils sont plusieurs centaines, plusieurs milliers à le suivre. Et quelques autres personnes envisagent de faire une manifestation le 5 septembre à Paris. Mais bon, on a peur d'avoir 50, 60 personnes et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par ton ancienneté, t'as déjà vu des mouvements identiques, similaires? Écoute, moi, Stéphane, ça fait longtemps que je tourne, et c'est vrai que tous les ans, à peu près tous les 2 ans, plutôt tous les ans, il y a des mouvements comme ça, un peu spontanés, qui se lancent. La difficulté, d'abord, c'est que c'est souvent des gens qui sont dans leur histoire, qui sont en cours de procédure judiciaire, donc qui n'ont pas forcément du recul, qui sont un peu dans la colère. Donc, c'est vrai que ça donne pas toujours une très bonne image. Et puis, avec l'expérience, je me rends compte que sur la durée, c'est des mouvements qui ne durent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment très épisodique. Donc c'est dommage, voilà, en tout cas que ce type de mouvement ne se regroupe pas sur des associations qui existent déjà, parce qu'effectivement, ça pourrait créer une dynamique. À voir si vraiment sur la durée, ils continueront ou pas. D'accord, très bien. Écoute, passe un bon été, puis à bientôt. Merci, à bientôt. Vous êtes sur RLP 102.3.
Je donnerai mon avis sur ces deux mouvements qui consistent effectivement à propager des affiches et à aller se réunir à Paris dans quelques semaines, une fois que j'aurai eu plus de contact avec leurs organisateurs et instigateurs. J'ai déjà parlé à quelques personnes, mais j'ai pas forcément eu beaucoup de retours. Il faut déjà savoir si ces gens acceptent de travailler avec les autres ou s'ils veulent tout faire tout seuls. Ce n'est pas encore effectivement très clair pour le moment. Donc la position de l'association, de nos organisateurs et nos avis dans quelques temps, une fois que nous aurons eu plus d'informations, si bien sûr ils répondent à nos avances et nos demandes. Vous êtes sur RLP 102.3. Gaël Costemenier sur 102.3 RLP, Gaël qui était avec nous pour le 16 mai 2018, que vous avez eu l'occasion d'entendre l'hiver dernier et dont nous voulions prendre des nouvelles. Gaël, tu vas bien ? Bonjour, ça va, merci beaucoup. Alors, je voudrais avoir l'avis du président de l'association des DPE, droits du parent et de l'enfant, sur Nantes, sur le changement de gouvernement, le fait que des personnalités comme Mesdames Belloubet, Schiappa et autres soient affectées à d'autres tâches et l'entrée de Monsieur Dupond-Moretti. Qu'est-ce que vous en pensez vers là-bas et quel est ton état d'esprit sur le sujet ? À chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on peut toujours ne faire qu'espérer qu'il y a enfin à la rigueur un grand projet national de société pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un des thèmes récurrents dans le gouvernement précédent, également apparemment dans l'actuel. Donc espérons qu'il aille dans ce sens-là, et pourquoi pas qu'on ait une loi enfin sur la résidence alternée égalitaire entre les parents, qui serait un système de base, à la place du système de base que n'a pas choisi la représentation nationale actuellement, mais les juges qui imposent de manière très majoritaire la résidence inégalitaire et discriminatoire du 75-25% qui revient finalement à imposer à l'enfant un parent principal et un parent secondaire, ce sans aucun fondement psychologique ou pédopsychiatrique, qui est vraiment regrettable. Et donc, dans tous les cas, en plus, où il y aurait des situations de violence ou de difficultés pour l'enfant, etc., le juge sort de ce mode de garde 75-25, et donc naturellement, avec une résidence alternée égalitaire, c'est exactement la même chose, simplement le système de base serait différent. Et dans tous les cas qui posent effectivement problème pour l'enfant, le juge sortirait de ce cadre de la même manière qu'il le fait actuellement. Espérons qu'il y ait un projet dans ce sens. Il pourrait être même un projet plus global qui intègre aussi, par exemple, la lutte contre les différences salariales dans l'entreprise. Nous avons toujours été pour l'application de l'article 1 de la Constitution, que l'on répète ici peut-être 5 à 6 fois par émission, qui instaure l'égalité des citoyens devant la loi. Après nous, l'association, on continue nos permanences, donc on va entamer la 2e année de permanence et d'écoute et de soutien personnel et psychologique à tous les parents, mères, pères, grand-mères, grands-pères, de la famille parentale exclue, qui peuvent venir à nos permanences à Nantes. Actuellement, on est en train de passer de juillet à août, et on a toute une pensée pour tous ces enfants qui vont pas prendre le train ou la voiture ou un transport quelconque pour changer de parents, pour voir son autre parent, qui vont rester enfermés dans une seule famille parentale. Et on pense très fort à eux et à tous les parents qui ne les voient pas et qui malheureusement voient leurs enfants privés de leurs droits fondamentaux et eux-mêmes sont privés de leurs droits. Effectivement, il faut le rappeler aussi. Alors, pour terminer, tu m'as dit que tu avais eu un petit problème sur Wikipédia, sur la page qui était consacrée sur Wikipédia, parce que tu t'as reproché d'avoir parlé à équité parentale. Alors non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs arguments qui ont été utilisés contre moi, notamment le fait que j'avais répondu à une interview d'équité parentale. Wow. Il y a quelques temps, donc il y a le site d'équité parentale. J'avais répondu effectivement à une interview. Les gens peuvent lire le contenu de mes réponses, voilà, rien de... Ah, c'est le blog SOS Papa 24. Voilà, qui existait avant l'association, voilà. Donc j'avais répondu aux questions, voilà. Oui, je m'en souviens. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs. Tout à fait. C'est le premier contact qu'on a eu, en fait, oui. Pour moi, l'équité parentale. Et du coup, j'avais répondu à ces questions, en ligne, je pense. Ça appelle à l'égalité entre les parents et au respect des droits de l'enfant, tout à fait classique. Bon, c'est utilisé par des personnes contre moi sur Wikipédia. Et finalement, j'ai été bloqué, mon compte a été bloqué sans limite de durée, voilà, donc c'est assez intéressant. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs les arguments qui ont été utilisés, qui sont des arguments fallacieux. Bon, c'est Wikipédia dans l'état actuel de Wikipédia, c'est-à-dire avec des personnes qui peuvent s'accaparer des articles, prendre le contrôle de certains articles. Et puis je suis banni, c'est un fait, voilà, qui est assez simple. Bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ok. Oui. Eh écoute, à bientôt, Gaël. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3.
RLP 102.3 aujourd'hui avec monsieur Gérard Nérans, sociologue. Monsieur Nérans, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, je vous remercie de venir avec nous. Vous êtes donc sociologue, professeur émérite à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, membre de l'équipe CRESCO, Centre de recherche sciences sociales, sport et corps, responsable du CIMERS, je sais pas comment on prononce, CIMERS, c'est ça? Oui, CIMERS, oui. Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherche en sciences sociales, laboratoire associatif. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de ce que vous faites? Oui, alors moi j'ai commencé par faire des études de psychologie jusqu'à un DSS de psychopathologie. Et puis, suite à un concours de circonstances, j'ai embrayé sur des études de sociologie. Et puis je me suis spécialisé, on va dire, dans la sociologie de la famille et de la vie privée. À partir des années 80, j'ai pu réaliser un certain nombre de recherches sur la conjugalité, la parentalité, les enfants, les adolescents, les effets des séparations conjugales, les couples mixtes franco-étrangers, tout un ensemble de choses qui touchent à la façon dont la famille et la vie privée est organisée aujourd'hui, et ces transformations extrêmement importantes, évidemment, depuis les années 60. Je vois effectivement qu'entre 1989 et 2019, vous avez publié 25 ouvrages dans diverses sociétés d'édition, de l'Harmattan jusqu'à la Fondation de France, en passant par les éditions Yakapa, ainsi que au PUF, en publication universitaire française, préservée au parental pour une prévention psychique précoce. C'est donc à la découverte, CRS, effectivement. Donc certains il y a travaux, eu plusieurs. Tout à fait. Que pensez-vous aujourd'hui de l'évolution de la place du père dans la société, c'est-à-dire de la parentalité en général? Est-ce qu'il y a une mouvance de la parentalité? Et dans cette mouvance de la parentalité, que devient le père au niveau sociologique? Évidemment, les conditions sociales se sont complètement transformées depuis les années 60, où le modèle de famille était unique. C'était un modèle que l'on qualifie aujourd'hui de traditionnel, où les rôles de sexe étaient très différents, où le mariage était fondateur de la famille. Donc c'est plus du tout le cas aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration, c'est l'enfant qui fait famille. Il y a 4 façons de vivre en couple différentes. On peut être en union libre, on peut être en concubinage, avec quelques droits, on peut être pacsé ou on peut être marié. Plus de 60% des enfants naissent hors mariage, donc c'est plus le mariage qui fonde la famille comme ça a pu l'être jusqu'à la fin des années 60. Et tout ça renvoie à tout un ensemble d'évolutions qui se sont effectuées un peu en parallèle et qui d'une certaine façon sont rentrées en phase à la fin des années 60, au début des années 70, ce qui explique que le basculement dans de nouveaux modes de fonctionnement familiaux part en quelque sorte du début des années 70. Et un indicateur, il y en a plusieurs indicateurs statistiques qui rendent compte de l'importance de ces transformations, mais un que l'on connaît bien, c'est le taux de divorce de divorcialité qui était de 10% en 70 et qui en 80 dépasse les 30%. Donc il y a quelque chose qui a basculé effectivement dans cette décennie et on est rentré dans un autre mode de fonctionnement. Alors ça renvoie à beaucoup d'évolutions différentes. Bon, je reprends pas les évolutions économiques, mais notamment la tertiarisation de la société, la même éducation pour tous. À partir des lois Jules Ferry, les filles ont pu avoir accès aux mêmes formations que les garçons. Donc ça va avoir un impact évidemment au XXe siècle et notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle avec un désir féminin de travailler à l'extérieur de la maison qui se manifeste de façon très forte à partir des années 70. Il y a eu aussi des évolutions scientifiques, médicales très importantes, avec évidemment les nouveaux moyens modernes
de contraception qui font que avec cela, on va pouvoir séparer la pratique sexuelle de la procréation. Et ça va être évidemment renforcé par l'assistance médicale à la procréation à partir de 1982. Donc, il y a tout un ensemble de transformations, et je ne parle pas de l'évolution des mentalités, des représentations sociales avec des auteurs qui ont marqué leur époque. Sartre, bien sûr, et Simone de Beauvoir. En 49, lorsque le deuxième sexe paraît, ça fait absolument scandale. C'est très choquant pour la majorité des personnes dans la société très traditionnelle de l'époque. Mais il vient en quelque sorte en précurseur d'une évolution sociale qui s'affirmera à partir des années 70. Donc évidemment, les places parentales sont complètement reconsidérées, mais aussi la place de l'enfant, qui a énormément bougé, et notamment du petit enfant, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parlait du bébé comme un tube digestif dans les années 50, c'est-à-dire un être essentiellement végétatif qui allait progressivement s'ouvrir à la vie affective, à la vie intellectuelle, et c'est plus du tout de cette façon qu'on regarde le bébé aujourd'hui. On sait que dès sa naissance, les relations affectives sont très importantes pour lui, et que le relationnel a une place prépondérante dans son développement. Donc et puis les travaux des psychologues du développement ont montré que son intelligence était bien supérieure à ce qu'on pensait à une certaine époque. Donc effectivement, on a une représentation très différente de l'enfant et de son développement, et une représentation aussi évidemment très différente des places parentales, puisque aujourd'hui les femmes travaillent, un taux de travail pratiquement équivalent à celui des hommes, même si elles ont quand même gardé cette caractéristique d'être plus centrées sur les enfants que la majorité des hommes. Là aussi, l'un des indicateurs, c'est que les taux d'emploi à temps partiel sont très majoritairement féminins, et notamment un certain nombre qui sont choisis volontairement pour que les femmes gardent leur mercredi pour s'occuper des enfants. Donc on est dans une évolution très forte des rôles masculins et féminins, avec une égalisation des places, bien sûr, et une remise en cause des schémas, je dirais presque ancestraux, parce que l'organisation de la famille a quand même, et notamment telle qu'elle était basée sur le secondement du mariage, fonctionné pendant des siècles, si ce n'est des millénaires, sur ce modèle. Donc on est rentré dans une nouvelle ère où les choses sont très différentes de l'époque antérieure. D'accord. Est-il possible de dire que la femme est rentrée dans le monde du travail, que l'homme essaie de rentrer dans le monde de la famille, et que cette espèce de translation dans les rôles génère certaines frictions et certaines difficultés? On peut le poser comme ceci? Oui, tout à fait, mais les deux se passent presque en parallèle à partir des années 70, c'est-à-dire l'ouverture des femmes vers le travail. Il y a un indicateur statistique là aussi très très marquant, si on prend la tranche d'âge la plus active, 25-60 ans, le taux d'activité était de 86% pour les hommes en 1960 et le taux d'activité féminin de 40%. Donc on était dans le modèle de la femme au foyer. Aujourd'hui, le taux d'activité féminin est de 83%, il a quasiment rattrapé le taux masculin. Donc effectivement, il y a eu une transformation extrêmement profonde, une volonté des femmes de travailler qui s'est traduite effectivement, et ça a été favorisé bien sûr par la tertiarisation de la société, qui s'est traduit au niveau professionnel, et en même temps une volonté des hommes et notamment des pères d'investir la vie familiale d'une façon beaucoup plus forte, et notamment le rapport des pères aux tout petits enfants s'est complètement transformé. Aujourd'hui, si on regarde dans l'espace public, il y a autant de papas que de mamans qui se baladent avec des bébés, y compris en les portant contre eux ou dans des poussettes. Moi, quand j'étais petit, ça se voyait pas le portage par des pères, et lorsqu'il y avait un papa qui poussait une poussette, la maman était à côté, vérifier que tout se passe bien. Donc
on n'est plus du tout dans cette logique. Moi, je vois des papas qui font leur footing avec des poussettes à 3 roues là et leur bébé dedans. Donc des mamans aussi d'ailleurs parfois. Donc effectivement, les choses ont beaucoup changé. C'est intéressant hein, parce que vous confirmez par votre sociologie ce que nous on a vu par l'observation, qui dit que les pères d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ne sont pas les parents d'hier. Comment expliquez-vous que les institutions ne prennent pas en compte ces changements sociologiques qui sont donc présents dans la société civile? Elles les prennent en compte, mais de façon avec du retard, on va dire, hein, de façon décalée. La caractéristique de l'institution, c'est d'être traditionnaliste, c'est sa définition. C'est-à-dire ce qui est institué est là pour être maintenu. Donc modifier une institution, c'est toujours compliqué puisque il faut la faire rentrer dans un fonctionnement qui n'est pas le sien au départ. C'est la définition de l'institution. Hein. L'instituer, c'est quelque chose qui est a priori fixe et bien défini. Donc les institutions évoluent, elles essayent de suivre l'évolution des mœurs. On le voit très bien au niveau des lois. Au début du XXe siècle, c'était des grands principes ou auparavant, qu'ils soient religieux ou philosophiques, qui dominaient la gestion des lois. Depuis, on va dire, le milieu du XXe siècle, de plus en plus, les lois essayent d'encadrer et de suivre l'évolution de la famille, et c'est toujours avec un certain retard. On le voit très bien, par exemple, avec les lois sur le divorce, hein, les lois de 75, puis les lois de 87 et 93, puis 2002 sont des lois très importantes, hein, puisqu'elles ont permis progressivement de faire en sorte que le statut des parents, qui était en ce qui concerne les parents mariés ou en couple, qui était placé sur un plan d'égalité dès les années 70, soit égalitaire à partir des années 2002, avec la loi sur l'autorité parentale et la reconnaissance de la légitimité de la résidence alternée de l'enfant dans les 2 domiciles de ses parents. Donc il y a un décalage effectivement des institutions par rapport aux évolutions sociales. Donc il faut rappeler quand même qu'elles sont très rapides et très profondes, et d'une certaine façon c'est pas tellement étonnant que les institutions aient du retard par rapport à cette évolution très rapide. Oui, sauf que la loi a réellement évolué en 2002 et que quasiment 20 ans plus tard, dans la pratique, que ce soit au niveau des fonctionnements du code de la sécurité sociale, du mode de fonctionnement de la CAF qui dépend de ce code, des institutions comme les juges d'affaires familiales et des services sociaux, on n'applique pas la volonté du législateur qui date pourtant d'il y a 20 ans. Parce que il m'a semblé, moi, que l'accroissement du nombre de divorces, comme vous l'avez indiqué, l'augmentation de l'implication du père dans l'éducation de la petite enfance font que normalement nous devrions avoir d'un côté plus de séparation, mais en même temps plus de rôle donné au père qui s'est impliqué après cette séparation. Ça paraît très logique. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même mettre un bémol par rapport à ce que vous avez dit. Ça dépend des juridictions et ça dépend des juges. C'est-à-dire qu'il y en a qui appliquent relativement bien les règles telles qu'elles ont été définies à un niveau plus global, et d'autres qui sont réticents à les appliquer. Donc, effectivement, c'est une des caractéristiques de notre société française. C'est selon où on se trouve, on va tomber sur des juridictions ou sur des juges qui sont plus ou moins ouverts à l'égalité parentale et à la reconnaissance d'une place paternelle qui a changé et qui est plus tournée vers l'enfant. Et ça, c'est manifeste. Je veux dire, d'ailleurs, les justiciables, bien souvent le savent, et les avocats encore plus, qui vont conseiller, si possible, à leurs clients d'aller plutôt de telle ou telle juridiction ou tel juge, parce qu'il est réputé pour être plus favorable à la question paternelle, par exemple. Donc, effectivement, la difficulté, c'est que, par rapport à l'époque où j'ai fait mon enquête sur la résidence alternée, c'est-à-dire les années 92-93, c'est quand même une époque ça fait presque 30 ans, très ancienne, je peux vous dire que les positions juridiques ont énormément évolué. Oui. Si vous aviez été là à l'époque pour entendre les juges, ils disaient nous on applique la loi, et ça leur servait de référent. Donc qui ça justifiait que ce soit quasiment très fréquemment les mères qui aient la garde de l'enfant
Ce d'autant plus que quand même la majorité des couples reconnaissaient que l'enfant pouvait rester avec la mère. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Et d'ailleurs, le taux de résidence alternée a cru régulièrement, bien que de façon on peut penser insuffisante, depuis sa reconnaissance en 2002, puisqu'il est passé grosso modo de 10% à 20%. Et il a touché notamment des milieux sociaux qui autrefois pratiquaient très peu la résidence alternée, c'est-à-dire que la reconnaissance par la loi d'une pratique la rend légitime, et dans les populations qui sont les plus dominées, les milieux populaires, cette légitimité d'une pratique la rend beaucoup plus facile à appliquer, et donc on la retrouve maintenant dans les milieux ouvriers, dans les milieux populaires, ce qui au moment où j'ai fait mon étude était très rare. Monsieur Jean-Pierre Winter, il y a quelques semaines, m'expliquait qu'effectivement, cette progression, cette avancée du père dans l'éducation de l'enfance entraînait des nouvelles demandes sociales et sociétales. Et c'est pour cela, effectivement, que les pères demandent plus à avoir la garde et la résidence alternée qu'ils ne demandaient peut-être il y a 30 ans. Nous avons un problème, nous, à avoir des chiffres et des statistiques. Les chiffres que nous avons datent de 2013, où nous avons, en cas de désaccord entre le papa et la maman, 8% de garde au papa. Cela comprend les adolescents qui imposent leur choix et les mères qui sont réellement dysfonctionnantes. Nous avons une difficulté à avoir les statistiques officielles de la justice sur cet environnement. C'est vrai. Est-ce que vous avez constaté ça aussi, et comment vous faites pour trouver ces chiffres? Les statistiques sont partielles, parcellaires. Moi, quand j'ai travaillé sur le divorce sur les couples mixtes, c'est-à-dire les couples franco-étrangers, dans la mesure où, après le mariage, un certain nombre des personnes étrangères acquéraient la nationalité française, il n'était pas possible d'avoir des statistiques, puisqu'on avait des statistiques sur les couples franco-étrangers, mais lorsque le conjoint étranger était devenu français, il devenait français, donc il n'y avait plus de statistiques possibles sur le divorce. Donc j'ai dû élaborer moi-même avec l'institution qui a financé la recherche un recueil des données me permettant de réaliser cette recherche. Donc effectivement, les statistiques sont souvent insuffisantes, et bien souvent, notamment celles de l'INSEE, parce qu'elles essayent de répondre à beaucoup de choses, mais elles sont parfois incomplètes, hein, et bon, des grandes opérations qui vont porter sur l'ensemble de la population sont rares, c'est tous les 7 ans. Hein. Donc il faut qu'il y ait des démarches émanant d'autres institutions comme l'INED, hein, l'Institut national d'études démographiques, qui peuvent réaliser des enquêtes sur des échantillons représentatifs sur ces questions sociétales. Donc effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, les chiffres sont évidemment sujets à caution, parce que c'est pas sur évidemment des enquêtes qui portent sur l'ensemble de la population, mais sur des échantillons censés être représentatifs. La garde pour le père dépasse les 10%, et la résidence alternée est de l'ordre de 20%, donc la garde chez la mère, c'est autour de 70% ou un peu moins. Ça, c'est quand les gens sont d'accord. On a du mal à voir les chiffres lorsqu'il y a des accords. On essaie de démontrer, d'ailleurs on le voit dans les faits, si vous voulez, que par exemple, on essaie de démontrer que lorsque la maman dit quelque chose, le juge la suit, et qu'en fait, l'implication du père, sa prise de responsabilité dans l'éducation n'est pas suivie par l'attribution des charges après la séparation. Comme je vous dis, c'est très délicat. C'est très délicat à évaluer, parce que d'abord, grosso modo, les 3/4 des demandes faites par les personnes qui divorcent ou qui se séparent, c'est sur la base d'une convention qu'ils ont établie entre eux, donc ils sont d'accord pour proposer une solution de résidence de l'enfant, notamment, en tout cas de rapport à l'enfant, de relation à l'enfant après la séparation. Donc là, le juge, dans la grande majorité des cas, ne fait qu'entériner cette proposition qui est faite par les parents.
Et donc, pour la minorité de l'ordre de 20% de personnes qui sont très en conflit ou qui sont pas d'accord, là, effectivement, ça devient plus délicat. Hein. Et donc, on a diverses possibilités qui sont mises en œuvre, et on peut penser que certains juges sont frileux par rapport à la reconnaissance d'une place du père qui soit équivalente à celle de la mère. Mais c'est pas tous les juges, moi j'en connais, qui sont très très axés sur la reconnaissance de l'importance du père aujourd'hui, et c'est loin d'être la majorité. Donc effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions, et notamment, il est clair que des papas souffrent de cette situation. Mais même s'ils sont minoritaires, c'est important de le reconnaître. Donc, si on observe cette évolution du nombre de divorces dans la société, avez-vous observé comme moi une augmentation du nombre de familles monoparentales? Oui, il y a une augmentation de familles monoparentales qui produit cette augmentation de difficultés. Une difficulté notamment concernant les milieux les plus populaires, qui est la précarisation des mères isolées. Donc plus du tiers des mères qui ont la garde de leurs enfants sont en dessous du seuil de pauvreté, et une difficulté d'un certain nombre de pères à maintenir le lien à leur enfant, même si c'est moins fréquent que dans les périodes antérieures. Il y a toujours un nombre relativement important de pères qui ne voient plus du tout ou qui voient rarement leurs enfants. Cette approche corrobore les questions suivantes, en fait, hein, c'est-à-dire que les familles monoparentales sont en fait des familles féminines, enfin gérées par la mère, ce sont pas des familles monoparentales gérées par le père. Donc on voit bien qu'après les séparations, nous avons création de cellules isolées mère-enfant avec un père qui est en difficulté pour joindre son enfant. Il y a environ un dixième des familles monoparentales qui sont paternelles, et donc 9 dixièmes qui sont maternelles. Donc on a 90-10, oui. Ou un peu moins, parce que là je compte pas les résidences alternées, donc ça doit être de l'ordre de 12-13% dans les 87%. Et donc effectivement, il y a une grande dominance des familles monoparentales féminines, et dans un certain nombre de cas, effectivement, le risque de désaffiliation paternelle est manifeste. Même si ce risque a diminué, parce que les différentes enquêtes qui ont été réalisées depuis la première, qui était en 1986, puis il y en a eu après par l'INED en 94, puis en 2005, puis plus récemment, ont montré que le taux de pères qui ne voyaient plus du tout leur enfant et de pères qui le voyaient rarement, c'est-à-dire moins d'une fois par mois, a régulièrement diminué depuis le début des années, enfin depuis le milieu des années 80. Parce qu'il faut bien dire qu'entre les années 75 et 87, la situation des pères séparés était vraiment catastrophique, enfin en tout cas très difficile en France. Nos parents sont des héros, oui. La législation a quand même évolué. Le législateur a pris conscience que l'égalité des filiations paternelles et maternelles, qui est caractéristique de notre système de filiation en France, risquait d'être remise en cause par cette augmentation très importante des séparations conjugales et cette place très importante prise par les mères après séparation. Donc il a d'une certaine façon essayé de corriger le tir, même si je le disais tout à l'heure, avec un certain retard. Donc ça a été les lois de 87 pour les parents divorcés, 93 pour l'ensemble des parents, qui ont reconnu une autorité parentale partagée après la séparation, quelle que soit la personne qui avait la résidence de l'enfant. Et en 2002, la nouvelle loi sur l'autorité parentale a reconnu la possibilité d'une résidence alternée. Donc il y a quand même eu, d'un point de vue législatif, des avancées importantes. Les institutions ont plus ou moins bien suivi effectivement ce mouvement,
parfois avec réticence, mais elle était quand même dans l'obligation de le suivre. Et donc le taux de désaffiliation paternelle a baissé, mais il y a toujours aujourd'hui des pères qui se désaffilient de leur enfant et d'autres qui sont en risque de désaffiliation, qui le voient rarement. Il faut d'ailleurs indiquer que si on prend la situation des SDF, ce sont très souvent des hommes et la plupart du temps ce sont des pères qui ont connu une double désaffiliation à la fois professionnelle et familiale. Et que donc, effectivement, l'une pouvant répondre à l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que donc, effectivement, il y a véritablement un problème. D'une certaine façon, si les mères, elles plongent pas comme peuvent plonger certains pères après la séparation familiale, c'est qu'elles s'accrochent à leurs enfants pour se reconstruire après la séparation, et ça peut entraîner des difficultés importantes parce qu'elles reconnaissent la place du père. J'ai dit ça peut, j'ai pas dit que ça le faisait à tous les cas, mais il y a toujours une frange de situations extrêmement problématiques et vous êtes bien placé pour le savoir. Est-il possible de dire que grandir dans une famille monoparentale induit chez l'enfant un certain nombre de dysfonctionnements qui l'amèneront vers la transgression? On entend régulièrement la majorité des petits délinquants, des terroristes, des djihadistes, sont les enfants qui ont grandi avec un seul de leurs parents. Est-ce qu'au niveau sociologique, on peut confirmer ça? Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce qu'on a des chiffres? Non, moi je pense pas qu'on puisse le confirmer, mais c'est pas une légende urbaine. C'est-à-dire que l'on constate que sur la frange de jeunes qui posent des problèmes dans la société, on sait qu'une majorité ont eu des parcours familiaux très perturbés. Que ce soit les enfants en placement qui ont été placés en dehors de leur famille, ou les enfants qui ont connu effectivement des séparations conjugales problématiques. Mais heureusement, la grande majorité des enfants dont les parents se sont séparés ne présentent pas ces problèmes. Donc si vous voulez, ça va favoriser pour une minorité d'entre eux effectivement des problèmes, mais on peut pas dire que c'est la cause qui produit ces effets. C'est-à-dire qu'il faut se méfier au niveau des statistiques. C'est-à-dire que si, effectivement, parmi les enfants perturbés ou qui posent problème, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des parcours familiaux difficiles, la majorité quand même des enfants qui ont des parcours familiaux difficiles ne présentent pas de problème, et heureusement compte tenu du taux de séparation aujourd'hui. Non, mais la question induite était, peut-on faire une relation de cause à effet ou d'incidence entre le fait de grandir en famille monoparentale et de dysfonctionner ensuite? Non, moi je dirais non, on peut pas le faire. Non, on n'a pas. On peut pas le faire. Non, on peut pas le faire parce que ça serait trop simple. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout un ensemble de facteurs qui vont expliquer qu'un individu X ou Y rentre dans une trajectoire déviante. Et bien sûr, un certain nombre de caractéristiques peuvent être épinglées et peuvent être plus fréquentes chez ces individus. Mais pourquoi ceux qui ont les mêmes caractéristiques n'ont pas cette trajectoire déviante? Si c'était une relation de causalité, ça devrait produire systématiquement cet effet, et c'est loin d'être le cas. Donc c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que les attitudes personnelles sont toujours le fruit d'une multitude de facteurs qui se conjuguent pour produire un effet. Il n'y a jamais de causalité directe, et évidemment, là, ça serait trop simple, malheureusement. La sociologie, justement, ne peut pas montrer ce type de causalité. C'est toujours des causalités plurivoques. Par contre, on peut retourner la question et la réponse aussi. On peut dire que les enfants qui ont bénéficié d'un accès à leurs deux parents et une certaine stabilité sont moins dysfonctionnants que les autres.
Je dirais pas qu'ils sont moins dysfonctionnants que les autres, ils sont moins fréquemment dysfonctionnants que les autres, c'est pas pareil. Parce qu'au niveau des résultats scolaires, c'est flagrant, hein. Les enfants qui sont en famille normale, non recomposée, ont de très bons résultats. Les enfants qui sont en famille monoparentale ont de moins bons résultats. Et les enfants qui sont en RA ont des résultats quasiment aussi bons que les enfants de parents non séparés. J'ai vu passer les chiffres, hein. C'est pour cela que c'est ce que mon enquête avait montré aussi. D'accord, donc vous confirmez ce point. Peut-être que le mot dysfonctionnement était pas bon alors, mais dysfonctionner, c'est aussi ne pas marcher à l'école, hein. C'est aller moins bien que les autres. Oui, c'est fonctionner moins bien que les autres. C'est dans les résultats scolaires, la famille monoparentale met les enfants en plus grande difficulté que ceux qui ne se séparent pas ou qui sont en résidence alternée. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'une fraction des familles monoparentales les mettent en difficulté, ce qui se comprend aisément. D'accord. Si on prend les familles monoparentales précarisées, elles ont un cumul de handicaps qui font que, évidemment, les enfants ont beaucoup de mal à suivre une bonne scolarité. S'ils sont à la fois dans des conflits entre leurs parents, des difficultés matérielles, un environnement précaire, l'ensemble des choses se conjuguant induisent évidemment des difficultés scolaires supérieures. C'est tout à fait logique, hein. La séparation produit chez tous les enfants des effets négatifs. La plupart d'entre eux, au bout de quelque temps, ont pu les maîtriser et se reconstruire une nouvelle façon de procéder, mais pas tous. Et donc, effectivement, si on prend la moyenne des enfants, il est tout à fait normal de constater que un certain nombre d'enfants qui sont en situation, disons, atypique, ont des résultats scolaires moins bons, à la différence des enfants en résidence alternée qui, effectivement, une des caractéristiques de la résidence alternée, c'est que chaque parent ayant donc son enfant à tour de rôle, va être particulièrement présent pour suivre son activité scolaire lorsqu'il aura son enfant chez lui. Et donc l'enfant est particulièrement bien suivi. Et je dirais même presque que les enfants en résidence alternée ont presque globalement des résultats supérieurs aux enfants qui sont dans des familles non séparées. Mais bon, c'est pas la question. Mais je comprends bien ce que vous dites. Mais moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que il est difficile de parler sur des statistiques globales parce qu'elles recouvrent des situations extrêmement diverses. Non, nous cherchons à comprendre, nous interrogeons plusieurs spécialistes dans différentes spécialités afin d'analyser, de comprendre et de voir comment on en est arrivé là, est-ce qu'on pourrait améliorer. Ce n'est que d'analyse en fait. Oui, bien sûr. Alors, vous, en tant que spécialiste, observateur, sociologue, comment voyez-vous la famille française évoluer, votre vision de l'avenir sur la famille ? Bon, les sociologues répugnent beaucoup à faire de la prospective parce qu'en général, l'évolution historique leur montre qu'ils se sont plantés. Donc, je vais pas prendre trop de risques en disant que il va y avoir de plus en plus de formes familiales différentes, de plus en plus de diversité familiale et donc forcément de plus en plus de complexité familiale. Parce qu'il y a une évolution qui est double. Il y a une évolution au niveau des structures de la famille, bien sûr. Aujourd'hui, il y a évidemment la famille biparentale classique qui reste dominante, mais donc il y a plus de familles dites monoparentales.
il y a plus de familles recomposées, il y a plus de familles homoparentales, il y a des enfants qui sont placés en famille d'accueil, il y a des adoptions. Donc, il y a au niveau de la structure familiale une diversité bien plus grande des structures qu'autrefois. Et en plus, au niveau des fonctionnements familiaux, c'est-à-dire des modèles de fonctionnement à l'intérieur de la famille, la diversité est beaucoup plus grande. Il y a des familles qui restent sur des modèles assez traditionnalistes, avec des rôles du père et de la mère très différenciés, et des familles qui ont, au contraire, un mode de fonctionnement plus novateur, avec une proximité du rôle paternel et maternel beaucoup plus grande, avec tous les cas de figure intermédiaires. Hein. Donc, effectivement, la complexité et la diversification se situent à deux niveaux. Au niveau de la structure, au niveau du fonctionnement. Donc, du point de vue de la prospective, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va devenir encore plus complexe dans les années à venir que maintenant, avec une variété, une diversité des familles, sans doute plus grande encore qu'aujourd'hui. Donc un grand brassage, une grande recomposition, et donc quelque part, cette évolution de la demande de respect des droits parentaux s'explique par justement cette plus grande implication et ce plus grand brassage. Bien sûr, dans la mesure où il y a de plus en plus de diversité, l'importance de l'égalité parentale devient croissante. Hein. Il faut reconnaître aussi qu'il y a de plus en plus de couples mixtes, de personnes qui n'ont pas forcément la même origine qui se mettent en couple. Hein. La mixité sociale, elle peut être au niveau économique, au niveau du milieu, elle peut être aussi au niveau des origines. Donc il y a une diversité croissante. Hein. Les derniers travaux sur le couple l'ont montré. Et la fragilité du couple aujourd'hui, qui est évidemment devenue une donnée connue par tout le monde, fait que les trajectoires familiales sont beaucoup plus fluctuantes qu'elles pouvaient l'être pour les générations antérieures. Donc, effectivement, cette diversité extrêmement grande demande à ce que le principe d'égalité soit d'autant plus affirmé aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous pensez que dans cette étude de terrain, de situation, il y a un thème qui n'a pas été abordé, qui mériterait d'être mis en avant au niveau de l'analyse? Non, c'est difficile à dire, hein, parce que là, j'ai parlé spontanément, donc peut-être que quand j'écouterai l'émission, je me dirai telle ou telle chose aurait besoin d'être évoquée, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. Oui. On justifie l'existence d'associations comme la nôtre et on justifie le fait que les situations dont on parle existent, parce que sociologiquement, elles s'expliquent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, ça explique. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas lieu d'opposer sur le principe le mouvement féministe et le mouvement des pères. C'est-à-dire que les deux mouvements militent pour une égalité entre les sexes et une égalité parentale. Qu'après, il y ait des évolutions de certaines sous-parties de chacun de ces mouvements qui font qu'il y ait parfois des clashs entre les deux, c'est regrettable, mais ça peut se comprendre. Moi, je tiens à dire que, bien sûr, je soutiens les pères qui ont des difficultés à être en lien avec leur enfant, parce que je trouve tout à fait triste que cette égalité parentale ne puisse pas être suivie, mais en même temps, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes, et donc j'ai soutenu le mouvement et je soutiens le mouvement féministe. Par contre, il y a parfois des expressions de ce mouvement, comme certains sous-groupes des mouvements des pères, qui peuvent être, de mon point de vue, problématiques et entraîner des conflits plus ou moins virulents entre eux, dans lesquels j'essaye de ne pas rentrer, parce que prendre position sur ces choses-là me paraît difficile. Nous avons beaucoup de femmes avec nous, nous avons beaucoup de grand-mères et de secondes épouses qui sont avec nous. Bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, quand on milite pour l'égalité homme-femme, une situation d'exclusion parentale est insupportable dans les deux sens. Quand la justice dysfonctionne et que la machine s'emballe et qu'une mère aussi est coupée sans raison de son enfant, c'est atroce. On ne peut pas cautionner ni demander cette chose-là. Mais vous, au niveau sociologique, avez-vous observé une émergence des néo-féministes et à quoi cela est-il dû? Oh là là, ça c'est complexe, hein, parce que le féminisme c'est un mouvement extrêmement divers, lui aussi est complexe. Il y en a un qui est plus
français, celui qui s'appuie sur Simone de Beauvoir, un autre qui est plus américain, et donc le féminisme américain qui a tendance à être parfois assez, je sais pas comment le qualifier, extrémiste ou en tout cas radical, parfois émet des propositions qui sont relativement en tension avec un féminisme à la Simone de Beauvoir qui n'est pas exactement sur les mêmes positions. Et puis après, il y a toute la complexité des relations entre les sexes, et notamment des relations sexuelles. Alors depuis qu'il y a eu le mouvement MeToo et les mouvements de dénonciation des atteintes sexuelles envers les femmes, évidemment c'est encore plus délicat d'intervenir dans ce débat, parce qu'on est soupçonné dès qu'on essaye de prendre une position d'analyse, une position qui ait un peu de recul, d'être partie prenante de l'une ou l'autre des tendances, ce qui n'est pas mon cas, mais en tant que sociologue travaillant sur des sujets délicats comme les séparations conjugales, comme le mariage forcé, comme les couples mixtes, comme ce genre de choses, j'ai pu être parfois mis en cause dans les médias, et on m'a attribué des positions que je n'avais pas. Donc c'est toujours assez pénible d'être pris dans des polémiques alors même qu'on est attaqué sur des positions qu'on n'a pas soi-même. Ce sont des procès d'intention. Exactement. Monsieur Néran, quelle est votre actualité? Avez-vous des projets devant vous? J'ai le projet de réaliser un petit livre Yapaka, vous savez, c'est ces petits livres synthétiques que les éditeurs belges Yapaka proposent sur mes travaux sur la conjugalité, puisque mes deux derniers livres, l'amour individualiste et celui que j'ai dirigé, donc porte sur le couple et les difficultés de la conjugalité contemporaine. Donc j'ai un projet en 2018. Voilà, en 2018 et en 2020, celui qui vient de sortir, Faire couple et l'entreprise incertaine. Donc on est une dizaine de contributeurs, c'est moi qui l'ai dirigé. Donc j'ai essayé d'en faire une petite synthèse dans ces condensés que propose l'édition Yapaka et qui sont très lus par les travailleurs sociaux. Donc ça c'est bien parce que ça c'est condensé et finalement c'est des lecteurs qui n'iraient pas forcément lire sur se renseigner auprès des livres plus importants. Donc c'est des éditions qui sont intéressantes. Sinon, j'ai plusieurs demandes d'articles. Je suis une thèse et deux personnes qui vont soutenir leur habilitation à diriger des recherches. Donc j'ai des relectures à réaliser de leurs travaux. Et puis j'ai des interventions qui reprennent à des conférences ou des formations qui reprennent petit à petit, surtout à partir de septembre. Mais là, je vais pas m'ennuyer de toute façon. Bien. Monsieur Néran, merci beaucoup. C'était avec plaisir, donc, et bonne suite. Merci, bonne continuation, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, c'était une émission riche et bien remplie. Nous passerons plus de contenu encore dans 2 semaines avec un programme encore intéressant avec Monsieur Jean Gabard, ainsi qu'avec Monsieur Joseph Zudas, la rubrique hebdomadaire maintenant de Monsieur Thierry Lavergne et le point sur ces mouvements qui arrivent à la rentrée, ainsi que les rencontres politiques du mois que nous n'avons pas eu le temps de lister cette semaine. Soyez sages, passez un bon été, profitez-en bien, nous ne savons pas ce qui nous attend, donc il faut vivre maintenant. Allez, à bientôt, au revoir. Papa!